Bonjour, je suis contente de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation. Je me propose de vous expliquer 5 clés qui, à mes yeux, sont essentielles. Alors évidemment, ces explications concernent les parents, mais peuvent aussi concerner le corps enseignant ou en tout cas toute personne qui se destine à jouer un rôle dans l'éducation des enfants. Je vais d'abord commencer par faire un petit état des lieux. Alors on entend beaucoup d'adultes aujourd'hui se plaindre du comportement des enfants. Les enfants sont décrits comme étant irrespectueux, répondent facilement aux professeurs, aux parents, ils sont irresponsables, démotivés, etc., etc. Et c'est clair que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ce qu'étaient les enfants d'il y a quelques générations. Alors on peut essayer de comprendre cela et une explication possible, c'est qu'il y a un modèle, le modèle de soumission et d'autorité qui a évolué avec le temps. Et nous sommes concernés ici, nous les adultes. D'ailleurs, nous les adultes aujourd'hui, nous ne nous comportons plus de la même manière qu'il y a quelques années. En effet, si on prend par exemple au sein d'une famille, avant, la mère se soumettait au père, et donc, en tout cas du moins en apparence, et remettait rarement en question les décisions du père. Donc l'enfant observe ça. Alors c'est sûr qu'avec les années, la femme, elle a revendiqué plus de liberté et n'est donc plus dans ce schéma de soumission à son mari. En termes de schéma de soumission, on trouve aussi par exemple dans le contexte plus élargi, au niveau du travail, le père avant se soumettait à son patron, qu'il soit ouvrier ou employé. Quand bien même il n'était pas d'accord avec lui, il ne pouvait que faire ce que son patron avait décidé. Et d'ailleurs le patron, il n'en avait pas grand-chose à cirer de ce que son ouvrier ou son employé pouvait penser. Un autre exemple de soumission, c'est les minorités. Alors, les minorités se soumettaient au détriment de leur dignité. Alors, c'est clair que les minorités ont réclamé plus de dignité, plus de droits, et tout cela a évolué, évidemment. Donc, nos enfants, aujourd'hui, en fait, ils font pareil. Ils revendiquent plus de respect et plus de dignité. Ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, en termes de changement et qui concerne l'évolution dans le temps, nous pouvons aussi l'observer comme une différence au travers des espaces géographiques. Dans certaines contrées, en fait, le modèle que nous avons connu ici en Occident continue d'exister. Je vous invite à voir le spectacle de Pichi Banda, Un fou noir au pays des Blancs, qui met vraiment ça en évidence. Un autre grand changement vient du fait que les enfants, aujourd'hui, ont moins d'opportunités de développer le sens des responsabilités et de la motivation. Économiquement, aujourd'hui, les enfants ne participent plus, alors que dans les générations précédentes, cela arrivait régulièrement. Aujourd'hui, au nom de l'amour, les parents donnent énormément aux enfants. Et finalement, sans qu'ils aient besoin de faire un quelconque effort. Ils réagissent, les enfants, comme si tout leur était dû. Nous surprotégeons énormément nos enfants. Donc, les enfants, en fait, ne sont plus armés pour pouvoir bâtir cette confiance en eux qui va leur permettre de faire face justement aux aléas de la vie. Alors, quand nous parlons de nos enfants et que nous disons d'eux qu'ils ne sont pas responsables notamment, eh bien, n'oublions pas que nous sommes impliqués, que nous jouons également un rôle à ce niveau-là. J'en arrive donc à la première clé, la voici. Viser l'efficacité à long terme. Nombreux sont les parents qui punissent leur enfant quand il fait une bêtise. Alors, je ne dis pas que la punition ne marche pas. Très souvent, la punition, elle met un terme dans l'immédiat à un comportement qui n'était pas adéquat. Mais qu'en est-il au long terme? C'est important de se projeter dans l'avenir et de nous poser la question de l'impact de la punition. Qu'est-ce que cette punition provoque dans l'esprit de notre enfant? Alors la punition, évidemment, elle peut provoquer de la révolte, de la rébellion,
mais elle peut aussi provoquer de la soumission. Du coup, l'enfant va essayer, en changeant son comportement, rechercher l'approbation ou le plaisir de l'adulte, du parent, de l'enseignant, etc. Alors ici, on assiste en fait à un moteur qui est externe. Donc, ce n'est pas un moteur qui est propre à l'enfant. Il n'a pas intégré le changement comme étant quelque chose qu'il faut qu'il décide de lui-même sans être tributaire en fait du consentement, de l'approbation, du plaisir externe. Alors que vaut-il mieux faire? Eh bien, si on veut viser l'efficacité à long terme, il s'agit d'impliquer nos enfants. Lorsque vous êtes confronté à quelque chose qui ne vous a pas plu de la part de votre enfant, eh bien, impliquez votre enfant dans la situation. Comment? En lui posant des questions. Interpellez votre enfant de manière à ce qu'il puisse prendre pleinement conscience de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé, de l'impact que cela provoque. Impliquez aussi votre enfant au niveau des solutions, au niveau de la réparation s'il s'agit de réparer. Vous savez, quand on interroge son enfant sur « Tiens, à ton avis, par rapport à ce que tu viens de faire, comment est-ce que tu pourrais réparer ?» Nous sommes surpris de ce qu'ils peuvent amener comme idées auxquelles nous-mêmes, nous n'avons pas pensé. Faisons confiance à nos enfants. Ils ont des ressources qui peuvent nous étonner. La deuxième clé, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'agir simultanément avec fermeté et bienveillance. Alors, quand nous sommes dans la bienveillance, nous visons particulièrement le respect du monde de l'enfant. Quand nous sommes dans la fermeté, nous visons particulièrement le respect du monde de l'adulte et nous tendons à répondre aux besoins spécifiques de la situation qui est problématique. Alors, vous allez me dire que quand votre enfant vous provoque, vraiment, il vous est très difficile d'être bienveillant à ce moment-là. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand votre enfant a un comportement qui ne vous plaît pas, vous souhaiteriez le voir changer ce comportement. Donc vous lui demandez en fait d'avoir un contrôle sur son comportement. Et vous, en tant qu'adulte, est-ce que vous lui montrez que vous gardez le contrôle de votre propre comportement? Alors c'est peut-être ici l'occasion justement de lui montrer que vous êtes capable aussi d'avoir un contrôle sur votre propre comportement. Soyez un exemple pour votre enfant. Soyez ferme aussi, car la fermeté est absolument nécessaire et doit cohabiter avec la bienveillance. Donc dans la fermeté, il s'agit d'imposer aussi des limites. Mais alors, les imposer de quelle manière? Eh bien, impliquez votre enfant à nouveau ici. Prenons l'exemple des devoirs. Eh bien, au niveau des devoirs, vous pouvez lui demander combien de temps, à quel moment est-ce que pour lui, ça lui semble être le plus judicieux de faire les devoirs, etc. Le fait de l'impliquer, vous allez l'amener à coopérer. Le fait qu'il se sente impliqué, eh bien, il se sent concerné et il va faire en sorte de pouvoir respecter au mieux à ce moment-là les règles qui sont installées en collaboration avec lui. Alors la bienveillance et la fermeté, ce sont des notions qui sont en général bien comprises par les adultes. La mise en pratique, c'est autre chose. Alors, soyez aussi bienveillant vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez encore commettre des erreurs, mais cela n'empêche que vous faites de votre mieux. C'est ça qui est important. Faites de votre mieux et essayez de vous améliorer d'une fois à l'autre. La troisième clé, c'est créer du lien avec votre enfant. Créer du lien avec lui, car nous avons tous besoin, même en tant qu'adultes, de sentir que nous sommes importants. Nous avons aussi besoin d'appartenir à un groupe, voire des groupes. C'est le cas des enfants aussi. Alors, l'enfant a besoin de sentir qu'il a de l'importance aux yeux de ses parents, qu'il appartient au groupe de sa famille. Plus tard, quand ils grandissent,
surtout à l'adolescence, c'est plutôt le groupe social, le groupe des amis. C'est quoi avoir de l'importance pour l'enfant? Eh bien, c'est de sentir qu'il a une place, qu'il contribue de manière unique à la famille. Et le fait d'avoir de l'importance, eh bien, ça va engendrer chez lui un sentiment d'être capable. Et ça participe évidemment énormément à l'estime qu'il va avoir de lui-même. Votre enfant a besoin de sentir qu'il est désiré. Vous savez, il y a des enfants qui ont le sentiment justement de ne pas vraiment être aimés, quand bien même ils sont aimés par leurs parents. Mais pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas intégré ce sentiment-là. Et donc peuvent avoir des attitudes qui vont aller dans le sens de rechercher l'attention de leurs parents, et pas toujours de la manière la plus adéquate. Dites-leur que vous les aimez, donnez-leur du temps de qualité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes très occupés. Et nous avons parfois l'impression de négliger nos enfants. Quand nous rentrons du travail, nous pouvons être épuisés et peut-être un peu plus irritables. Mais sachez que ce n'est pas la quantité de temps que nous donnons à nos enfants qui importe, mais c'est la qualité de ce temps que nous leur donnons. Et en quoi ça consiste, cette qualité de temps? Eh bien, c'est d'être pleinement présent à votre enfant. C'est-à-dire que si vous décidez de faire une activité avec votre enfant, vous ne faites pas autre chose en parallèle. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à un projet ou l'autre, ou de discuter peut-être avec votre conjoint. Vous n'êtes pas en train de préparer le repas du soir. Vous faites l'activité pleinement. Vous collaborez, vous participez, vous échangez, vous parlez, vous écoutez votre enfant. Et surtout, vous prenez du plaisir. Car vous savez, le plaisir que vous allez prendre avec votre enfant, s'il est sincère, l'enfant, il s'en rend compte. Parce que là, il y a un impact émotionnel. Et encore une fois, quand il y a un impact émotionnel, et en l'occurrence ici un impact émotionnel positif, là vous allez laisser des traces profondes, positives. Quatrième clé, développer les compétences sociales chez votre enfant. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de développer des personnalités qui vont agir dans le respect et l'intérêt des autres, de développer le sens des responsabilités chez votre enfant. Et les enfants vont apprendre la responsabilité à partir du moment où nous, parents, nous cessons de faire trop de choses pour eux. Vous savez, nous sommes nombreux en tant que parents à faire beaucoup de choses à la place de nos enfants, toutes ces choses qu'ils sont capables de faire. Et finalement, qu'est-ce que nous induisons dans l'esprit de notre enfant? C'est qu'ils ne peuvent pas se prendre en charge, qu'ils sont dépendants des autres, et dès lors même où ils n'obtiennent pas quelque chose de la part d'un adulte, ils se sentent incompris, ils se sentent frustrés. Et donc les enfants peuvent penser qu'ils ont droit à un traitement de faveur, que tout leur est dû, que nous sommes vraiment à leur service. Et ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas à être à leur service. Car en tant que parents, qu'est-ce que nous visons? C'est que notre enfant soit à un moment donné capable de se débrouiller, qu'il soit capable d'autonomie. En étant autonome, nous favorisons aussi cette responsabilité sociale. Ce qui se passe très souvent, c'est que les parents sont débordés et que du coup, ils décident de faire les choses à la place de leur enfant parce que c'est plus efficace, ce sera mieux fait et ce sera surtout plus rapide. Tout particulièrement le matin, quand il faut se dépêcher d'aller conduire les enfants avant d'aller soi-même au travail. Mais qu'est-ce que nous apprenons à notre enfant? D'accord, sur le moment même, il y aura eu cette efficacité, mais encore, à nouveau ici, nous sommes dans la même interrogation. Qu'en est-il de l'efficacité à long terme? Qu'est-ce que nous avons appris comme compétence à notre enfant? Et comme vous voulez être de bons parents, vous allez avoir envie d'agir autrement. Voici ce que je vous propose. Prenez une feuille et listez toutes ces choses que vous faites pour votre enfant parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus efficace. Et toutes ces choses en fait que vous savez au fond que votre enfant est capable de les faire. Alors,
Quand vous voulez changer quelque chose, idéalement faites-le le week-end. Ne commencez pas à apporter un changement au niveau du comportement de votre enfant pendant la semaine alors que vous êtes justement moins disponible. Profitez du week-end où vous savez que vous avez plus de temps et que vous allez donc montrer un peu plus de tolérance et de patience pour que votre enfant puisse acquérir un nouveau comportement dont il n'était pas capable. Et non pas parce que lui ne le voulait pas encore une fois, mais sans doute parce que vous vouliez bien faire, vous pensiez bien faire, vous le faisiez à sa place. Nous arrivons à la 5e et dernière clé, développer chez votre enfant la confiance en soi. Votre enfant n'est pas inapte, votre enfant n'est pas incapable, il est capable d'un tas de choses. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est de procéder par étapes. Si vous voulez viser un objectif d'apprentissage, découpez cet apprentissage en plusieurs étapes, de manière à ce que votre enfant puisse expérimenter des réussites. Et surtout, encouragez votre enfant. Identifiez et exprimez à votre enfant tous les points forts que vous avez repérés chez lui. Et quant aux erreurs que votre enfant pourrait commettre, n'oubliez pas que ce sont là de merveilleuses opportunités d'apprentissage. C'est vrai que nous vivons dans une société où les erreurs sont considérées comme des échecs et nous en avons honte. Mais nous n'avons pas à en avoir honte. Nous n'avons pas à chercher absolument à être parfaits. La perfection, ça n'existe pas. Beaucoup de parents recherchent la perfection chez leur enfant. Et en fait, c'est eux-mêmes qu'ils doivent remettre en question par rapport à cette croyance de vouloir être parfaits. Nous n'avons pas à être parfaits. Nous avons le droit nous-mêmes, en tant que parents d'ailleurs, de faire des erreurs. C'est important que nous puissions nous donner déjà cette autorisation, parce qu'en nous autorisant à faire des erreurs, nous autorisons également nos enfants à commettre des erreurs. Ayons le courage de remettre en question nos croyances limitantes qui, pour beaucoup d'entre elles, sont basées sur la peur. La peur, par exemple, d'être permissif si nous disons à notre enfant « Mais c'est formidable, c'est génial, tu as commis une erreur !» Eh bien, qu'est-ce que tu apprends de cette expérience? Donc, accepter d'être des parents imparfaits et intégrer les erreurs dans le processus d'apprentissage. C'est de cette manière-là, justement, que vos enfants vont pouvoir progressivement reconnaître leurs erreurs sans aucune difficulté et surtout les assumer. Voilà, soyez de bons parents, mais soyez aussi indulgents, bienveillants et fermes aussi vis-à-vis de vous-même. Créez-vous des étapes, à vous aussi, avec des petites réussites que vous pouvez applaudir, et c'est de cette manière-là que vous allez vous-même progresser. Et si vous commettez des erreurs, reconnaissez-les, assumez-les et intégrez-les dans votre propre processus d'apprentissage pour devenir des parents encore meilleurs pour vos enfants. Voilà, j'arrête là cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, ça me fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Il y en aura d'autres sur des sujets très diversifiés. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et prenez bien soin aussi de ceux que vous chérissez. À bientôt.